Hello YouTube, ça y est, je reviens après quelques semaines d'absence, après m'être lancée sur le récit de mon accouchement. Plus rien, plus de son, plus d'image. Je l'explique très simplement, mais je vais faire les choses dans l'ordre parce que je me suis rendu compte qu'en fait à aucun moment je m'étais présentée sur YouTube, qui je suis, qu'est-ce que je fais, pourquoi je fais les vidéos aujourd'hui. Voilà, on va remettre un petit peu les bases et ensuite on parlera du mois d'or. Donc qui je suis? Je suis Léa, je suis une maman solo de 2 enfants et j'ai aussi un chien qui compte comme un enfant, clairement. Ma fille est née en 2025 et mon fils en 2022, donc il a eu 3 ans cette année. Voilà un petit peu pour qui je suis dans la globalité. Je vis actuellement un postpartum, mais un postpartum vraiment serein, où je me sens alignée, je me sens bien. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que je veux diffuser aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des bas et des hauts. Les hauts, bien sûr, on les partage beaucoup plus facilement. Bien évidemment qu'il y a des bas aussi, mais pour autant, je me sens sereine au quotidien. J'ai pas du tout peur de flancher ou quoi que ce soit, et du coup, c'est important, je trouve, de transmettre ça aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma mission? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de transmettre? Eh bien, j'accompagne du coup les femmes en postpartum à le vivre sereinement, comme moi je peux le faire aujourd'hui, et puis à se reconnecter à elles-mêmes avec cette nouvelle identité qui arrive, qu'on appelle aussi la matrescence. Et donc voilà, je trouve important que les femmes soient accompagnées dans tout ce mouvement dans leur vie qui arrive en même temps qu'une naissance. Donc voilà ce que je fais de ma vie, voilà ce que je fais, quelle est ma mission, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et donc pourquoi j'ai été absente les dernières semaines? Eh bien parce que j'ai ouvert le cercle Nayeli. Le cercle Nayeli, c'est un petit village digital dans lequel vous pouvez rentrer. C'est pour les mamans en postpartum. Et l'idée, c'est de créer du lien, de ne plus se sentir seule. Et puis d'avoir accès à des ressources pour vivre sereinement cette transition, cette phase de transition. Que ce soit dans la relation avec l'enfant, dans son quotidien, mais aussi avec, et surtout, avec soi-même. Voilà. Et puis, comprendre aussi que les mamans sont la clé. Trop souvent, elles se délaissent, elles se mettent de côté pour prioriser l'autre. Et en fait, une maman qui ne va pas bien, eh bien, on remarque malgré tout que c'est tout l'équilibre familial qui s'appauvrit, qui vient parfois à se détruire complètement. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on a autant de séparations après des naissances. C'est pas anodin, je pense qu'il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte, mais on remarque souvent que c'est lié à l'arrivée d'un enfant, et c'est pas l'enfant la cause, mais ça peut être la façon dont s'est passé l'accouchement, la façon dont s'est passé le postpartum, et voilà. Et puis la mère, quand c'est un premier enfant, elle se révèle être une femme un petit peu différente, et parfois ça crée un réel décalage. Donc voilà, je reste persuadée que tout ça, ça se prépare, que ce soit l'accouchement, que ce soit le postpartum, et que grâce à ça, on pourrait grandement changer les choses, que ce soit dans les couples qui restent ensemble, mais aussi dans les dépressions du postpartum, les baby blues, et puis plus dramatique, mais les suicides de certaines mères. Donc voilà pourquoi je fais ça. Actuellement, le cercle Nayeli, il démarre. On est 15 actuellement, pour être totalement transparente. Et j'ai partagé au cours de certains lives, j'ai fait un live de danse avec le portage, puisque moi, ma philosophie, c'est de ne pas avoir forcément à se séparer de son bébé pour passer du bon temps, pour se connecter aux autres, pour faire bouger son corps, pour s'accorder du temps à soi. Et voilà, je trouve qu'avec un premier bébé, on a du mal souvent à s'en séparer, même avec le deuxième des fois. Et que c'est important de se dire, ok, du coup, comment je fais? Est-ce que je me force à me séparer de mon enfant, ou est-ce qu'il y a un moyen de m'honorer tout en ayant mon enfant? Et voilà, c'est vraiment ce que je veux offrir de par le biais du cercle Nayeli.
Et donc mon approche, elle se base sur le mouvement parce que je suis éducatrice sportive et que j'ai cette fibre à tout le temps bouger et à vouloir faire bouger les gens. Pas forcément faire du sport, mais bouger. Notre corps est fait pour ça. On est fait pour être en mouvement. Et puis, autre chose, c'est la respiration. Parce que quand on est en tension, quand on se crispe, eh bien souvent on est en apnée. Et donc, retrouver ce lien à la respiration et tout un aspect aussi un peu plus énergétique autour de ça. Et puis, l'aspect conscience, prise de conscience, mais aussi prise de conscience et tout ce qui englobe mon quotidien autour de moi et quelles sont mes envies, qui je suis. Parce que tout ça est remis en cause vraiment au moment de la naissance du premier enfant principalement. Ça arrive aussi avec les deuxièmes, troisièmes et tout ça, mais principalement au premier, c'est là où il y a une vraie fracture identitaire. Voilà pour ce que je fais et voilà pour le cercle Nayeli. Donc si vous voulez nous rejoindre dans le cercle Nayeli, n'hésitez pas. Le lien, je le mettrai dans la description. Et puis sur les 2 premières semaines de janvier, donc du 5 au 18, 19, je ne sais plus la fin de date. Voilà, il y aura 3 lives par semaine. L'accès sera totalement gratuit. Donc voilà, venez en profiter, venez découvrir mon univers, n'hésitez pas. Alors, maintenant, on passe au sujet du mois d'or. Le sujet du mois d'or que je trouve trop méconnu en France, que certaines femmes découvrent au cours de la grossesse. Mais moi, je sais que pour l'avoir vécu et pour avoir organisé ce mois d'or, quand j'en parlais autour de moi, vraiment, c'était un gros point d'interrogation sur mais qu'est-ce que c'est en fait, de quoi tu nous parles? Donc quelque chose qui pour moi me paraissait tellement bah oui c'est ça, c'est le mois d'or. Eh ben non, pas du tout. En fait, trop de gens ne connaissent pas ça. Donc l'idée ça va être ici de pouvoir en parler et de présenter ce que c'est, de vous dire ce que moi j'ai vécu. Et puis, pour finir, les conseils que je donnerais aujourd'hui aux femmes enceintes pour faire ce mois d'or et comment. Alors, qu'est-ce que le mois d'or? La grande difficulté de cette vidéo, ça va être de réussir à... Elle m'écoute. Hein, de réussir à condenser les informations et de ne pas m'éparpiller dans tout ce que je veux vous dire parce que ça regroupe tellement de choses, c'est tellement riche le mois d'or. Enfin, voilà. Je me suis donc rendu compte quand moi j'ai voulu faire le mien que c'était hyper méconnu en fait autour de moi et pourtant, mais quelle importance ce mois d'or, parce que pour moi, si le mois d'or vraiment on le faisait et on le préparait, alors je pense que l'impact on le verrait grandement sur les couples. Je pense qu'il y aurait moins de séparation. Et puis aussi sur les baby blues, sur les dépressions du postpartum, mais aussi sur plus gravement les suicides des mères. Voilà, je pense vraiment qu'il y a quelque chose, il y a un vrai sujet autour de ça. Et je trouve ça tellement important qu'on puisse rendre connue cette période. Donc qu'est-ce que c'est que le mois d'or? Le mois d'or, c'est une période de 40 jours où la maman se remet de son accouchement. Elle se remet énergétiquement, physiquement, psychologiquement de ce moment où chacun il voit ce qu'il souhaite, mais la naissance c'est vraiment l'incarnation d'une âme, un passage, la mère est le passage en fait, et ça chamboule énormément cette arrivée dans le monde, et surtout si la naissance a été traumatisante, ça peut être un gros facteur derrière de dépression du postpartum ou d'incompréhension avec son enfant, de liens cassés. Et en fait, peu importe l'accouchement que vous avez eu, si vous chérissez la période juste après, eh bien ça peut réparer beaucoup de choses en fait, selon l'accouchement que vous avez eu. Donc voilà, période de 40 jours, je commence déjà à m'éparpiller. Période de 40 jours
où l'idée c'est que la mère elle soit vraiment soutenue dans cette période-là pour éviter toute charge mentale et qu'elle puisse, elle, son seul objectif, la mère, pendant ces 40 jours-là, c'est de laisser son corps se remettre. 40 jours, c'est à peu près la période où vous avez des saignements. Ça dure plus ou moins longtemps, mais voilà, à la fin des 40 jours, normalement, vous n'avez plus de saignements. L'allaitement, à la fin, normalement, est mis en place, sauf problématique particulière avec l'allaitement. Je pense aux freins restrictifs, par exemple, ou des douleurs particulières. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose d'anormal, entre guillemets, qui nécessite de rencontrer des professionnels de santé en général. Donc la mère, elle doit s'occuper de son allaitement, de se remettre, d'utiliser le moins d'énergie possible pour se remettre le mieux possible et de créer un lien avec son bébé, d'être... vous savez, il y a cette décharge énorme d'ocytocine au moment de l'accouchement et du coup, c'est de préserver cette ocytocine sur le plus longtemps possible, d'être dans un cocon d'amour en fait en permanence. D'où ça vient? Ça vient... Alors, on dit beaucoup que ça vient d'Asie ou d'Inde, mais en fait, ça vient de partout. Il y en a aussi en Afrique. C'est sympa. Petite pause caca. Quelle joie. Donc d'où ça vient? Eh bien ça... J'ai hâte de lui remontrer ses vidéos quand elle sera plus grande. Donc ça vient, donc on dit principalement d'Asie, d'Inde, mais voilà, il y a aussi en Afrique et il y a eu aussi en France, voilà, quoi qu'on en pense, au Moyen-Âge, en fait, on avait ce qui s'appelle les relevailles. Et cette période-là, la mère était vraiment chouchoutée, on préparait sa chambre, il y avait des fleurs, enfin voilà, c'était vraiment une période particulière. Et donc qui s'est perdue hein, chez nous, soyons bien clairs, puisque c'est trop peu connu aujourd'hui. Mais tout ça s'est perdu avec la médicalisation des naissances, avec le féminisme aussi, malgré tout, l'autonomie de la femme, pousser la femme à aller travailler, à être autonome et à reprendre rapidement. Et voilà, en fait, tout ça, malgré tout, moi je pense que j'ai un discours de féministe, mais pour le coup, il y a eu une période qui nous a fortement desservis et on en paye un peu le prix aujourd'hui, quoi. Donc, donc voilà, mais en gros, c'est une tradition ancestrale qui vient principalement et qui est toujours honorée dans les pays d'Asie, en Inde, et en Afrique également. Il y a également au Mexique, en Amérique du Sud. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas qu'un endroit qui le fait. Et ça revient progressivement en Occident, mais on peine à le faire revenir, quoi. C'est vraiment pas dans notre culture pour l'instant. Eh bien, nous revoilà après un changement de tenue parce que ce que vous avez entendu tout à l'heure, ce n'était que le début. Ensuite, il y a eu un bel enchaînement et on a dû changer de tenue. Voilà. Donc, on y retourne. On en était où? J'avais dit les piliers du mois d'or. Ça vomit maintenant. Je me suis fait vomir dessus. Cette vidéo est-elle un fiasco? Aïe. Bon, les piliers du mois d'or. Bon, autant vous dire que cette vidéo, elle est hardcore à tourner. Je veux. Bon, je crois que j'ai trouvé. Je crois qu'elle veut regarder, en fait, quand on se filme. Donc, c'est la seule chose qui a l'air de l'apaiser. Elle veut être sur cette vidéo. J'en étais aux piliers. Voilà. Donc les piliers du mois d'or, c'est donc les bases sur lesquelles vous allez pouvoir construire et préparer votre mois d'or. Et donc en premier lieu, on a le repos,
Et je mettrai même le repos avec l'horizontalité, le fait de rester le plus allongé possible, d'éviter tout effort physique. Et voilà, donc vraiment ça va être important que vous preniez conscience que c'est pas à vous de porter des sacs, que c'est pas à vous de porter le cosy, que c'est pas à vous d'aller débarrasser la table. Et que vous devez simplement vous reposer. Oui, alors ça peut faire très bizarre d'avoir tout le monde un petit peu à son service. C'est pas très commun, mais c'est une petite période, surtout de votre vie, c'est tellement infime et ça peut faire de grands changements sur la suite de votre histoire de maman. Donc, appréciez simplement d'être servi et d'être cocooné. Donc voilà, votre rôle, c'est d'avoir votre petit espace à vous et de vous faire servir. Deuxième point, c'est la chaleur. Donc la chaleur dans votre environnement et dans votre corps. C'est-à-dire un espace où vous avez des plaids, où vous avez des couvertures, où il y a suffisamment de chauffage. Voilà, tout ça, ça va vraiment avoir son importance. L'objectif, c'est d'éviter à votre corps de devoir utiliser de l'énergie pour se réchauffer. Donc, on préserve la chaleur. La chaleur, elle va aussi être importante dans votre alimentation. Il va être important de manger chaud et de manger cuit. L'alimentation, c'est vraiment le troisième pilier important dans le mois d'or. L'idée, c'est de demander à votre corps le moins d'efforts possible pour pouvoir digérer. Donc, on réchauffe le cœur de l'intérieur par la température de l'alimentation. Et le fait que ce soit cuit, c'est vraiment pour éviter à votre système digestif d'être sursollicité pour digérer les aliments. Ensuite, on a le soutien émotionnel de l'environnement. Donc, je vous parlais de repos et de vous faire servir. Donc, c'est un petit peu lié. C'est le fait d'avoir du soutien, d'avoir votre petit village autour de vous qui va faire tout ce qu'il y a à faire, que ce soit les courses, s'occuper d'autres enfants s'il n'y en a pas qu'un, si ce n'est pas le premier, s'occuper de préparer à manger, de faire réchauffer, de vous apporter à boire, de vous apporter à manger, de vous apporter tout ce dont vous pourriez avoir besoin, que ce soit un livre, que ce soit vous vouliez faire de l'écriture, enfin voilà, c'est vraiment ce petit village qui vous entoure et un petit peu qui fait tourner la maison pendant que vous n'avez plus rien à penser. Donc voilà, et c'est important de ne pas juste jouer cette carte-là sur mon conjoint et moi. Parce que votre conjoint, il n'est pas là pour tout porter non plus. Vous, votre rôle, il est simple, il est de vous occuper de bébé. Voilà. Vous n'avez que ça à faire, vous et bébé. Le conjoint, lui, il va être là pour être la triangulaire de ça et du coup s'occuper de bébé, s'occuper de vous. Et oui, mais il ne peut pas en plus de ça avoir toute la charge de la maison à lui seul. C'est trop. C'est trop d'un coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut qu'il fasse les courses, il faut qu'il prépare les repas. Si tant est qu'il y ait d'autres enfants, il faut qu'il s'occupe des autres enfants, il faut qu'il fasse le ménage. C'est lourd en fait. C'est lourd et si c'est pour que cette personne, ce conjoint, ce coparent vous apporte une énergie trop speed en venant vous voir, et c'est pas bénéfique. Donc il ne faut pas que tout repose sur lui. Il faut qu'il y ait autre chose autour. Soit des personnes de la famille, soit des voisins, soit des amis, soit solliciter un service payant, une aide ménagère. Voilà. Dernier pilier, et pas des moindres, c'est le soin de la maman et du lien mère-enfant. Celui-ci est un petit peu particulier parce que des fois, il va nécessiter des frais. Donc, c'est un pilier, un demi-pilier. Pourquoi? Parce que c'est là où souvent la mère, elle va faire un soin rebozo pour resserrer le bassin et puis mettre une intention dans ce soin
de refermer, de refermer son corps. Ce corps qui est donc ouvert physiquement par l'utérus qui se cicatrise, mais qui est ouvert aussi énergétiquement parce que, comme je vous le disais, la mère est le canal par lequel l'âme vient s'incarner. Et donc, énergétiquement, elle ressent énormément de choses. On retrouve lors de l'accouchement, d'ailleurs, cet instinct très animal. Et donc, on perçoit tout ce qui nous entoure, que ce soit en termes d'odeur, que ce soit... Et ça vient tout au long de la grossesse. D'ailleurs, vous remarquez, votre odorat est plus développé. Et du coup, vous êtes... Au-delà de revenir un petit peu à ce côté animal, vous êtes une éponge énergétique. Vous prenez tout ce qui vous entoure. Donc voilà, donc c'est important de prendre conscience vraiment de ça. Et donc pourquoi on prend autant soin de la mère à ce moment-là pour lui faire des soins? Et bien justement pour pallier à cette fragilité, à cette vulnérabilité de cette période. Donc ça va être des massages, ça va être des soins. Et puis ça peut être aussi le suivi médical parce que on est souvent délaissé, hein, malgré tout en postpartum. C'est important de prendre cette phase de soin pour la maman. Et puis si vous n'avez pas les moyens de prendre un soin, eh bien on peut aussi vous masser les jambes. On peut avoir des petites attentions qui seront des soins pour vous et qui ne coûteront rien de plus. Et le lien mère-enfant, donc que j'englobe dans ce pilier-là, c'est créer du lien avec votre enfant parce que cette période-là, c'est aussi la mise en place de l'allaitement. Donc c'est une période importante. 6 semaines, c'est à peu près ce qu'il faut pour mettre en place un allaitement. Et attention, je dis ça, il y a des mamans qui vont dire « Oh là là, mais j'ai mis bien plus de temps que ça. » Oui, d'accord, vous avez mis plus de temps que ça, mais qu'est-ce qu'il en était? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui empêchait que l'allaitement se mette bien en place? Ça peut être, par exemple, un bébé qui a un frein restrictif. Ok, votre allaitement ne s'est pas mis en place, mais il y avait une pathologie. Ça peut aussi être, moi j'ai eu de l'eczéma sur la poitrine. Donc j'ai mis 4 à 6 mois à mettre en place mon allaitement. Donc ils se sont trompés entre semaines et mois dans mon histoire. Mais voilà, il y avait une problématique. Pour quelqu'un qui n'a pas de problématique et qui prend les bonnes positions pour mettre en place son allaitement, voilà, cette période-là, elle est vraiment idéale. Et ça va permettre de repérer les petits moments où bébé a envie de téter, les moments où bébé pleure. En fait, c'est le rôle de mère, il nous tombe dessus comme ça d'un coup et c'est pas en un claquement de doigts qu'on devient mère et qu'on sait tout ce qu'on doit faire. Ça s'apprend en essayant, à tâtons. Il faut se comprendre, il faut apprendre à parler le langage de l'un et de l'autre. Et comme chaque être est différent, vous ne retrouverez pas tout ça dans un bouquin. C'est impossible. Ben oui, on est bien d'accord. Donc on se découvre et cette période-là, elle est vraiment idéale pour ça parce qu'on prend le temps, parce qu'on ralentit au maximum. Donc voilà. Ok, ça y est, je peux enfin me poser pour vous raconter mon histoire et mon mois d'or. Ça n'a pas été facile, hein. Donc, comment s'est passé mon mois d'or? Alors, mon mois d'or, déjà, je l'ai préparé pendant ma grossesse. Ça a pu surprendre un petit peu. J'ai listé les tâches que j'avais à faire dans mon quotidien. Et j'ai envoyé aux personnes ressources la liste des tâches en expliquant ce qu'était le mois d'or, ce que je voulais faire et que s'ils voulaient me soutenir, s'ils voulaient m'aider dans cette aventure, eh bien, qu'ils pouvaient me dire ce qu'ils voulaient faire, comment ils voulaient contribuer et m'aider. Donc dans les tâches que j'ai listées, y a un petit peu ce que tout le monde aura, c'est-à-dire faire les courses, faire le ménage,
faire les lessives, ranger le linge, tout ça. Et puis, il y a des choses en plus que moi j'ai, c'est-à-dire qu'il y a mon chien à promener malgré tout. Je ne peux pas rester 40 jours sans promener mon chien, ça c'est inconcevable. Et puis, il y a mon fils à emmener à l'école, à préparer son repas, à occuper aussi. Et puis voilà, moi j'avais prévenu que je resterais dans ma chambre sur cette période-là, que je resterais allongée. Et ça a surpris, ça a interpellé, genre, mais t'es sûre? Enfin voilà, je vous passe tout ce qui a pu être dit et qui a surpris au début. Donc voilà, mais bon, du coup, les gens m'ont malgré tout soutenue. Et je pense principalement à mes parents qui sont venus des semaines complètes, qui se sont relayés. Je suis en train de perdre ma voix. Qui se sont relayés et qui sont venus donc sur une durée. Mon père a pris 2 semaines, ma mère a pris 2 semaines. Et il y a 1 semaine dans le lot où je n'avais pas mon fils et donc où j'étais seule avec ma fille. Et voilà. Et donc c'est pour ça que je vous dis, moi mon postpartum, il a duré, mon mois d'or a duré à peu près donc 5 semaines, en sachant que la 5e semaine c'est vraiment une reprise progressive de ma vie et que la 4e semaine on était déjà aussi dans un quotidien qui reprend, mais du coup sans mon fils, juste très au ralenti avec ma fille et avec des petits temps de balade pour mon chien, en sachant qu'on continuait de me le promener, mais voilà. J'aimerais revenir sur les personnes ressources. Certes, j'ai eu mes parents qui sont revenus et j'ai la chance que mes parents soient à la retraite et c'est ce qui a permis vraiment qu'ils soient aussi disponibles. Mais on croit parfois qu'on n'a pas de solution. Moi, ni mon papa ni ma maman pouvaient promener mon chien. Pour des raisons, voilà. Et en fait, j'ai été chercher d'autres ressources pour promener mon chien. Moi, dans le quotidien, je fais partie d'un groupe de balade et donc je vois régulièrement des gens avec des chiens. Et mon chien solo est connu de personnes qui ont des chiens. Et j'ai mis un message en fait, je me suis dit j'ai rien à perdre, je mets un message et les gens qui voudront m'aider m'aideront. Et c'est comme ça que j'ai eu un groupe de 3-4 personnes qui s'est relayé vraiment pour le promener pendant toute cette période. On avait un groupe pour échanger, pour savoir qui promenait quand et tout ça. Et vraiment cette entraide qui a été générée était vraiment géniale. Et si on me reprend plusieurs années avant, déjà jamais j'aurais osé demander. Et puis jamais j'aurais imaginé qu'il puisse y avoir ce type d'élan de générosité. Et ça a vraiment été touchant pour moi. Sur mon mois d'or, ce que je regrette, entre guillemets, c'est de ne pas avoir plus préparé à manger. J'ai pas réussi. Clairement, je savais ce que j'avais à faire. J'avais l'impression que c'était tellement énorme que j'ai pas réussi à préparer à manger. Donc sur la fin de ma grossesse, j'ai fini par aller chez Picard, par acheter des soupes, voilà, tout un tas de choses pour pouvoir me nourrir. Alors j'ai axé, quoi qu'il arrive, sur des choses type soupe, du coup la digestion est plus facile, avec des épices, enfin voilà, principalement du curcuma. Et donc j'ai cherché vraiment ces produits-là, j'ai ciblé mes produits. Mais ça aurait été tellement mieux que je m'organise pour faire la cuisine avant. Et j'ai pas eu la foi. Voilà. Mais si c'était à refaire, il faudrait que je modifie ça. Les personnes, mon papa et ma maman qui se sont relayés, voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Ma maman devait venir au début, mais finalement elle est tombée malade. Et du coup, c'était mon papa qui est venu. Je pense que dans mon quotidien, je suis quelqu'un qui fait quand même pas mal de reproches, qui aime bien que ce soit fait à sa façon. Et je pense que ça a été dur, par exemple pour mon papa, de prendre les devants parce que je suis toujours très critique, voilà, soyons totalement transparents. Et puis, et du coup, ça a été dur la mise en place.
au final. Malgré le fait que j'avais préparé des petites fiches pour dire ce qu'il y avait à faire, parce que j'ai aussi des poissons, comment nourrir les poissons, comment nourrir le chien, comment tout s'organise. Et du coup, je ne suis pas restée enfermée dans ma chambre en mode repos, tranquille. J'étais là, j'étais présente. Je disais, j'indiquais un petit peu ce qu'il y avait à faire, à quel rythme. Là, c'est l'heure de manger et j'accélérais peut-être un petit peu les choses. Voilà, donc j'ai... Oh, t'es sérieux là? Donc voilà ce qu'il en était pour mon postpartum. Et du coup, ouais, je vous dis 5 semaines maximum. Donc, première semaine, bah voilà, je mets un peu ma patte dans ce qui se fait avec mon papa qui est là. Et c'est pas de tout repos cette première semaine-là. La deuxième, mais je reste assise un maximum par contre et j'évite de porter, je limite énormément d'actions, mais elle me sollicite quand même cette première semaine. La deuxième semaine et la troisième semaine, c'est beaucoup plus calme pour moi, même si je suis dans le mouvement de la maison. Donc je suis pas restée dans ce mode cocon, un petit peu en dehors du temps que je voulais au départ. Mais je suis là, je me sens sereine parce que je suis pas seule. Je sens que tout est géré, tout est sans contrôle et du coup ça va. Et donc deuxième, troisième semaine, quatrième semaine, mon fils n'est pas à la maison, c'est les vacances scolaires. Du coup, mon fils est chez son papa et j'ai la petite avec moi seulement. Je ressens le besoin à ce moment-là de ressortir. C'est la quatrième semaine, j'ai besoin d'aller prendre l'air, j'en ressens vraiment le besoin. Et du coup, je vais prendre la décision de recommencer un petit peu à promener mon chien. Et donc je vais aller dehors, je vais aller prendre l'air, je vais m'occuper de ça, je crois, un jour sur 2. Et puis, je mange et je fais mes petites choses à la maison, mais clairement, je ne me prends pas la tête. En fait, je me laisse vivre. Voilà. Donc, c'est une semaine qui est plutôt pas mal de transition pour moi. Et puis, la semaine suivante, j'ai mon papa qui revient et je lui dis, écoute, la semaine suivante, je vais me retrouver toute seule avec les enfants. Donc, l'idée, c'est que tu sois là vraiment en support, mais que je commence vraiment à me remettre dans le rythme. Et donc, ça a été hyper progressif. Et non, je n'ai pas fait la durée des 40 jours. Mais au final, j'ai fait 30. Et je suis très contente de ça. Même si ça ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé, ça a été hyper changeant parce que j'ai senti qu'on était là pour moi. J'ai senti qu'on me soutenait. Voilà, j'ai pas de regrets, si ce n'est, je vous dis, l'organisation de la nourriture. Sinon, j'ai pas de regrets. Et non. Parce qu'il s'est fait au final avec ce que j'avais. Et du coup, j'ai vraiment aucun regret. Et je suis heureuse et je sens l'impact que ça a eu sur la suite. Alors maintenant, qu'est-ce que je te conseille? À toi pour vivre au mieux ce mois d'or et pour pouvoir au mieux l'organiser. L'erreur que j'ai faite, l'alimentation. L'alimentation ne doit pas être une charge mentale, pas du tout. Et donc, si vous pouvez vous prendre des temps avant pour préparer vraiment la nourriture et une nourriture de qualité et hyper nutritive. Je pense aux lentilles principalement, qui vont en plus être source de fer, donc hyper intéressant. Si on peut se baser sur la nourriture ayurvédique, ça va être les dalles de lentilles du coup, mais ça peut être de la purée, ça peut être de la soupe avec les légumes qui seront de saison. Et voilà, évitez totalement le cru. Si vous accouchez en été, les salades, c'est vraiment pas le bon plan pour le mois d'or, pour votre postpartum en général. En plus, sachez que au-delà de ça, il y a une importance sur le bébé et sur l'allaitement si vous allaitez, parce que si vous mangez du cru, ça va possiblement donner plus de douleurs
au ventre à bébé que si vous mangez quelque chose de chaud, déjà cuit. Et voilà. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte malgré tout. Hein. Donc je disais, préparer le repas, mais aussi prévoir le soutien, prévoir votre village. On dit toujours qu'on n'est pas fait pour être seul, qu'on n'est pas fait pour vivre cette transition seul. Mais qu'est-ce qu'on fait pour solliciter du monde autour? Quelle responsabilité on prend là-dedans? Je pense qu'on a des peurs, je pense que notre société n'est pas très habituée à solliciter les gens qui entourent et parfois on peut être très surpris dans le bon sens du terme et du coup préparer ce village-là. Donc voilà ce que je vous conseillerais en tout cas principalement pour ce mois d'or. Et puis après, faites comme vous pouvez. Et n'ayez pas une image trop stricte de cette période-là pour vous permettre d'être flexible, pour vous permettre d'accueillir les choses sans que ça vous mette en tension. C'est vraiment pas le but. Ça se réveille à nouveau. Autant vous dire que mes temps pour vous parler sont très restreints quand même. Je voulais aussi vous dire de vous autoriser à avoir une période de grande vulnérabilité, une période où vous avez besoin d'aide. Accepter une période de 40 jours comme ça, c'est se donner plus de chances par la suite de ne pas sombrer, de ne pas être en lutte. Et c'est vraiment un investissement de temps qui est hyper bénéfique pour la suite. Donc, je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup de prendre ce temps pour vous, mais aussi pour le coparent et pour les personnes qui vous aiment. Voilà, oubliez vraiment ces cadeaux, ce côté hyper matérialiste, pour à la place avoir des moments de qualité et que les gens autour de vous puissent se dire j'ai contribué à ça, j'ai contribué à ce bien-être d'une mère avec son enfant, au fait que tout s'installe dans les meilleures conditions. C'est vraiment ça le mois d'or. Et du coup, les gens ne sont pas vos servants, ils ne sont pas à votre service, ils sont là pour honorer une cause, honorer un instant de vie, honorer cette naissance. C'est un cadeau pour la mère, c'est un cadeau pour l'enfant. Franchement, moi, c'est le plus beau cadeau que mes parents pouvaient me faire, en plus du reste de ma famille, de ces gens que je ne connais que par le biais des balades et qui pourtant m'ont fait un cadeau d'une valeur inestimable en fait. Ils m'ont enlevé une charge qui est dingue. Donc, ne sous-estimez pas ce mois d'or et préparez-le. Un peu. On doit voir la luminosité au fur et à mesure qui descend sur cette vidéo. Parce que j'aurais mis tout l'après-midi à la tournée avec un nombre de pauses incalculable. La semaine prochaine, je ferai découvrir Noémie. Elle a accouché un jour après moi. Elle veut pas que je finisse. La semaine prochaine, je vous ferai découvrir Noémie, une jeune maman qui a accouché chez elle avec son conjoint et qui a aussi fait le mois d'or. Et je trouvais ça important de vous donner une autre histoire que la mienne, que vous puissiez voir la puissance de quelques jours dans une vie. Et donc voilà, donc j'ai hâte de vous faire découvrir son histoire. Et je voulais aussi vous partager un livre que j'ai découvert, mais que après mon mois d'or, et que je trouve vraiment top. C'est une bible du mois d'or, clairement. Il y a une philosophie dedans qui est très proche de la mienne. Et donc c'est ce livre-là, donc qui s'appelle Le mois d'or, par Céline Chadelat et Marie-Maë Poulain. Et donc voilà, dedans vous avez vraiment l'histoire du mois d'or, comment l'organiser. Il y a aussi tout cet état d'esprit autour de la naissance et en plus
du postpartum immédiat. Voilà, je le trouve vraiment pertinent. Si j'avais un reproche à faire à ce livre, c'est que vraiment on est sur un truc pas très fun à l'intérieur. Voilà, c'est très en noir et blanc. Mais c'est le seul reproche que j'ai à faire à ce livre. Il est vraiment très intéressant et je pense que c'est un des livres que vous devriez lire pendant votre grossesse. Autre chose, si vous êtes en postpartum et que vous souhaitez rejoindre le cercle Nayeli pour avoir un petit peu de fun, donc moi je vous conseille de le rejoindre même en fin de grossesse si vous voulez pour voir ce que ça donne. Mais prenez le temps de votre mois d'or et rejoignez-nous après pour profiter de remettre votre corps en mouvement, de pouvoir partager des choses avec d'autres mamans. Voilà, venez nous rejoindre. Bon, et puis n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, à appuyer sur la petite cloche pour être averti dès qu'il y a une vidéo qui sort. Je vais essayer quand même d'être un peu plus régulière que ce que j'ai fait là. Et puis, n'hésite pas aussi à mettre un commentaire parce que ça aide et ça soutient mon travail. J'espère que les prochaines seront plus faciles à tourner. À bientôt!